Salut et bienvenue à cette 5e partie de notre leçon 8 pour machiniste en herbe. Et notre leçon 8 porte sur les perceuses à colonne. Bon, cette vidéo, elle est un peu spéciale parce que j'ai ressenti le besoin, suite à plusieurs commentaires, des commentaires là, très positifs, j'ai ressenti le besoin d'aller en haute définition. Et puis, il faut rester avec son temps, même si je suis déjà en arrière de mon temps. Donc, j'ai été m'acheter une nouvelle caméra. Puis, je vous le montrerai, mais elle est en train de me filmer à ce moment-ci. J'ai également été m'acheter un nouveau logiciel et j'ai changé la carte graphique de mon ordinateur. Je suis donc tout prêt pour la haute définition. C'est un temps de l'année qui est très occupé pour moi. C'est le temps du sirop, le sirop d'érable. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et même un petit peu de patience. Mais j'ai également passé un peu de temps récemment à apprendre comment utiliser la nouvelle caméra. Et également comment utiliser le nouveau logiciel. Là, j'ai été occupé dans l'atelier également, parce que comme vous pouvez voir, j'ai fabriqué une nouvelle base pour ma rectifieuse sur pied. Et j'ai également monté ma perceuse à colonne sur une base là, pesante et rigide. Ça devrait régler mes problèmes de stabilité, parce que comme on a vu dans les vidéos précédentes, tout bougeait un petit peu. Donc, quand on va filmer, on devrait être pas mal plus stable. Aujourd'hui, on va regarder le positionnement précis de trous. On va regarder des installations spéciales sur perceuse à colonne et on va regarder comment accroître notre productivité en utilisant des outils plus de production tels des gabarits de perçage. Bon, moi je suis prêt, je me suis rasé pour une fois. J'ai même coupé mes poils de nez. Je suis donc prêt pour la haute définition. Allons-y. Bon, on veut positionner des trous avec précision. Mais la question qui se pose, c'est comment précisément faut-il les positionner? Et ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour le faire? Mais ce qu'on a besoin, c'est 3 dimensions et 3 tolérances. Bon, 3 dimensions. Première des choses, ça va être de trouver l'emplacement du centre du trou. Et ça, généralement, ça va être indiqué sur le plan avec des coordonnées cartésiennes en X et Y. Donc, c'est des dimensions linéaires qui sont mesurées d'une surface de référence. Bon, ça, c'est parfait, c'est 2 dimensions. Mais ces 2 dimensions-là, X et Y, vont généralement avoir une tolérance. Là, rappelez-vous, c'est crucial. Si on a une dimension, mais on n'a pas de tolérance à fixer à cette dimension-là, on n'a rien. On ne peut pas fabriquer cette pièce-là. C'est crucial qu'il y ait une tolérance pour chaque dimension. Et généralement parlant, dans le positionnement des trous, la tolérance X et Y va être la même. Donc, une tolérance là. Ensuite, j'ai dit 3 dimensions et 3 tolérances. Bon, le trou est un cylindre, à toute fin pratique. On parle de trou cylindrique, évidemment, ici. Il y a des trous qu'on va percer sur la perceuse. Donc, ce cylindre-là a un diamètre. Et ça, c'est crucial également dans le positionnement, parce qu'il va falloir respecter ça. Et le diamètre d'un trou va nous être donné avec une dimension linéaire. Exemple, 1/2 pouce, plus ou moins 2 millièmes de pouce, parce que ce diamètre-là va avoir sa tolérance aussi. Donc là, j'ai 3 dimensions, X, Y et diamètre, et 2 tolérances. La tolérance de XY et la tolérance du diamètre. Il me manque une tolérance, mais qu'est-ce que ça pourrait être? C'est la tolérance géométrique. On parle ici d'une forme géométrique, un trou cylindrique. Et une tolérance géométrique, ça a à faire avec la forme géométrique. De comment après est-ce que le cylindre qu'on va former, le trou cylindrique qu'on va former, de comment après est-ce qu'il faut qu'il épouse un cylindre parfait. Ça, c'est notre tolérance géométrique. Là, si les tolérances géométriques, ça vous dit absolument rien, rappelez-vous, on a une vidéo qui parle de ça. Donc, voici la référence et prenez quelques minutes pour aller la voir.
Bon, on sait à quoi on fait face ici. On fait face à des dimensions et des tolérances. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va les atteindre? Et c'est là que se déploie la créativité, si on peut dire, parce que la réaction normale de la plupart des personnes, c'est d'utiliser la méthode de positionnement la plus précise possible. Et ça, ben, c'est une erreur, parce que c'est une perte monumentale de temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir une séquence d'opérations appropriée pour la tolérance qu'on a à atteindre. Donc, on va regarder vraiment 4 méthodes ou 4 approches pour positionner des trous. Et on peut mélanger ces approches pour obtenir les résultats spécifiques qu'on veut. C'est des approches générales, là, okay? Bon, ceci dit, on va regarder comme première approche une méthode pour positionner des trous lorsque le positionnement XY n'est pas très précis et lorsque le diamètre et la géométrie du trou n'est pas très précis. Ça va être notre méthode numéro 1. Ensuite, on va regarder une méthode où le positionnement et le diamètre et la géométrie du trou est beaucoup plus précis. En troisième place, on va regarder une grande précision de positionnement et de diamètre. Et en quatrième, on va voir de l'extrême précision. Donc, on va commencer au début. On va commencer avec le positionnement de basse précision. Bon, pour le perçage et le positionnement moins précis, mais on va suivre une séquence classique. C'est la même séquence qu'on a vue sur notre ou dans notre projet de jauge à forêt. Et ça, c'est de effectuer un traçage, donc tracer le positionnement des trous sur la pièce, de poinçonner les trous avec un poinçon de traçage au début, suivi d'un poinçon de centrage, et ensuite on passe à la perceuse pour le perçage final. Si le trou est plus petit qu'un quart de pouce, à peu près 6 mm, bien, on va aller directement à la perceuse avec le forêt final. Si par contre le trou est 6 mm ou plus, un quart de pouce ou plus, bien, on va utiliser un forêt à centrer, suivi bien, du forêt final. Et ça va nous donner un positionnement plus ou moins précis. On peut s'attendre d'avoir ici des résultats qui ressemblent à peu près plus ou moins 15 millièmes de pouce. Si vous êtes très bon et très attentif, mais on peut avoir fois après fois à peu près 10 millièmes. Mais en général, on se fierait qu'on est capable d'obtenir 15 millièmes. Pour nous, là, les vieux qui sont encore en impérial, bien ça, c'est plus ou moins un 64e de pouce. Et, évidemment, c'est la méthode la plus simple à utiliser. Donc, lorsque la tolérance n'est pas très serrée sur la pièce, bien, ça vaut la peine d'utiliser cette séquence-là. Bon, bien, voici, j'ai découpé puis remonté un petit peu une partie de la vidéo sur la jauge à forêt. On va regarder ça juste pour une idée de cette méthode-là de positionnement. On commence avec un poinçon de traçage. Et remarquez ici qu'on utilise un petit marteau à panne ronde. Ensuite, on passe au poinçon de centrage. Et comme vous pouvez l'entendre, on utilise ici un marteau de plus grande masse. Une fois le poinçonnage complété, on peut installer notre pièce dans un étau et installer notre premier forêt. Il est important de noter ici qu'on n'utilise pas un forêt à centrer. La pointe ou l'arête de pointe de ces petits forêts sont assez petits pour s'insérer dans la marque de poinçon, donc aucun forêt à centrer requis pour ces opérations. Il y a plusieurs trous sur ce projet et tous les trous ont un diamètre différent. Donc on peut passer tous les trous, tirer la pièce de l'étau et évidemment finir avec un débarbage. La deuxième méthode de positionnement est un peu plus précise que la première et un peu plus complexe. On va avoir besoin ici de surfaces de référence bien précises parce qu'évidemment, si on veut positionner un trou avec précision, mais il va falloir qu'on le positionne à partir de quelque chose qui est bien précis. Donc, si on a deux bonnes surfaces de référence, là, bien aplanies et bien perpendiculaires un par rapport à l'autre, bien, on peut
venir repérer ces bords-là avec un repéreur linéaire ou une autre technique de repérage et régler notre machine à 0 par-dessus ces deux surfaces de référence-là, ou si on aime mieux, créer un point de référence. À partir de ce point-là, je vais pouvoir me déplacer en X ou Y, soit avec le collier micrométrique de la vis-mère ou avec un lecteur digital. Un ou l'autre, ça va fonctionner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les colliers micrométriques, là, voici une de mes vidéos qui peut vous aider avec les notions de base de mouvement avec collier. Bon, mais ceci dit, on va pouvoir à ce moment-là se déplacer à l'endroit approprié pour produire notre trou. Une fois là, on va produire un trou de centre, très petit trou de centre, qui va guider notre forêt à suivre au bon endroit. Donc, trou de centre, forêt, et ultimement, on va finir avec une alésoire. Et ça, ben, l'alésoire va nous donner la dimension précise, en fait, de diamètre et de forme. Donc, en positionnement, en diamètre, en forme, cette deuxième méthode est beaucoup plus précise que la première. Donc, on a déjà vu cette technique, moins l'alésage, parce que c'est la technique qu'on a utilisée sur notre bloc 1, 2, 3, ou le projet bloc 1, 2, 3. Donc, j'ai condensé les opérations pour qu'on puisse voir là une séquence de ce type, donc la deuxième méthode de positionnement, un positionnement un peu plus précis. Regardons ça. Le tout commence avec un bloc bien carré. Évidemment, ça ne sert à rien de positionner des trous dans un système cartésien si le bloc n'a pas des surfaces de référence précises. Là, une fois qu'on a cubé ou équarri le bloc, ben, on l'ébarbe pour la sécurité. Là, une fois ça fait, ben, il faut tracer l'emplacement avec précision de chaque trou à partir de notre coin de référence. Là, si on veut être précis, ben, il va falloir que l'étau soit bien aligné. N'oubliez pas, on a une vidéo qui montre comment aligner un étau. Une fois l'étau bien aligné, ben, on peut passer au repérage de bord. Et encore une fois, n'oubliez pas, on a une vidéo sur le repérage de bord. Une fois repéré, ben, on passe au perçage de trou de centre à partir des coordonnées indiquées sur le plan. Et finalement, on peut passer au perçage final des trous, soit sur la fraiseuse ou sur la perceuse. Et comme on a vu dans notre série de vidéos sur les fraiseuses à colonne ronde, ben, un ou l'autre de ces méthodes s'équivalent pas mal en fait de précision. La troisième approche, mais elle est encore un peu plus précise. Elle est très similaire à la deuxième, mais on ajoute quelque chose de plus. Et ça, c'est une barre d'alésage avec une tête à aléser. Là, fait qu'on va suivre la même séquence de base. On va repérer les bords d'une pièce très précise et on va se déplacer en X et Y à l'endroit voulu pour produire le trou. On va produire un trou de centre, on va forer ou percer le trou avec un foret. Et ensuite, au lieu de l'aléser avec un alésoir, on va l'aléser avec une barre d'alésage et une tête d'alésage. La tête d'alésage va ramener le trou au bon endroit. Donc, si mon trou percé était 1 millième hors axe, bien, la barre d'alésage va la ramener parce qu'elle ne suit pas le trou existant, elle suit l'axe de la machine. Là, ça c'est important, mais rappelez-vous, on peut combiner la barre d'alésage avec l'alésoir pour simplifier notre vie lorsque j'ai des trous normalisés. Et pour ça, ben, on va suivre ce que je viens juste d'expliquer, mais au lieu de finir le trou jusqu'à cette dimension là, complète avec la barre d'alésage, je vais l'aléser avec la barre d'alésage, laisser un peu de matière sur le trou, sur l'intérieur du trou, oui, ça fait du sens ça, et ensuite je vais venir le finir avec l'alésoir, donc c'est le meilleur des deux mondes. Si vous vous rappelez, on a vu récemment un exemple d'alésage à la barre d'alésage en utilisant une tête d'alésage sur cette fraiseuse-ci. C'était dans la vidéo de réparation de la petite perceuse à colonne. Donc, voici un clip de ça, juste pour qu'on se rappelle à quoi ça ressemblait, l'alésage à la barre d'alésage.
La quatrième méthode est encore plus précise et beaucoup plus exigeante. À chaque fois qu'on a un niveau de précision supplémentaire, on décuple la quantité de travail qu'il faut accomplir pour le résultat voulu. Bon, mais ceci dit, elle se pratique, cette méthode-ci, sur une pièce qui est normalement là, sur une pièce qui est trempée et revenue. Donc une pièce d'acier durci. Et pourquoi? Bien parce que lorsqu'on veut avoir l'ultime précision, bien, même juste une égratignure serait assez pour nous enlever la précision qu'on veut avoir. Et évidemment, une pièce en acier doux ou la plupart des métaux non ferreux sont juste pas assez durs pour qu'on puisse s'attendre à obtenir ces résultats-là. Là, la quatrième méthode ressemble beaucoup à la troisième. Vraiment, la seule différence, c'est que la pièce va être durcie, donc la séquence va changer. On va voir ça dans quelques instants. Et également, au lieu d'utiliser une tête à léser avec une barre d'alésage, on va utiliser une tête à rectifier, une tête planétaire avec une meule pour venir meuler le trou avec haute précision. On peut meuler plus précisément qu'on peut couper avec un outil de coupe là, normal. Et ça, c'est important. Mais comme je disais, il va falloir changer la séquence. Parce qu'ici, la pièce, elle est durcie. Donc, il va falloir que je fraise l'extérieur de la pièce en laissant une surdimension pour la rectification. Une fois que ça c'est fait, je vais venir positionner le trou que je veux positionner en prenant en compte les surdimensions que j'ai laissées. Je vais venir positionner le trou et je vais le dégrossir. Autrement dit, je vais forer centré et forer avec précision là, pour le placer où je veux l'avoir. Mais juste vraiment grossièrement à ce stade-ci. On fait attention, là, il faut que ce soit précis, mais je ne veux pas ici produire un trou parfait. Une fois que j'ai ça, parce qu'il faut que je le trempe, ben, je vais aller le tremper. Si je ne faisais pas de trou d'ébauche avant d'aller tremper, ben, j'aurais beaucoup de difficultés à produire le trou par après. Le mieux que je veux faire ici, c'est finir le trou au bon endroit. Donc, une fois que le trou est dégrossi, je vais au traitement thermique, je trempe et je trempe et j'oublie le nom, tremper et revenu. Je trempe et je fais mon revenu. J'ai ma pièce d'acier durci. Je reviens ensuite rectifier sur la rectifieuse plane les surfaces extérieures de façon très précise. Et ensuite, je vais venir rectifier le trou avec la tête à rectifier planétaire et une petite meule. Ça, là, puisque la rectification coupe de façon plus précise qu'un outil de coupe, mais je vais pouvoir être plus précis. Je peux enlever un 10 millième de pouce par passe si je veux avec une meule, mais je ne peux pas enlever un 10 millième de pouce par passe avec un outil de coupe normal. Fait que rectification toujours plus précis. Mais pour que la rectification soit précise, elle doit être pratiquée sur une pièce trempée, donc une pièce dure. Bon. Là, ça peut être amélioré encore. Si on voulait réellement devenir fou de précision, là, on pourrait ajouter une autre étape à ça. Et ça serait lorsque je rectifie l'extérieur de la pièce, dans la même séquence qu'on vient de voir, mais je rectifie l'extérieur la première fois pour laisser à peu près 5-10 millièmes de pouce. Donc très peu, ok? Mais je laisse un petit peu de surdimension. Ensuite, en faisant aussi attention que possible, je viens rectifier mon trou. Et ça me donne mon beau trou, avec bon diamètre, très précis, géométriquement et dimensionnellement. Et ensuite, je peux venir ajuster, si on a besoin, en rectifiant les deux surfaces de référence très légèrement pour venir ajuster ces quelques 10 millièmes de pouce que je voudrais peut-être ajuster. Donc ça, c'est une ultime précision qu'on pourrait obtenir de cette façon-là. Là, plusieurs des techniques que je viens de décrire ne peuvent pas être pratiquées sur une perceuse. Réellement, la première technique, c'est une des seules que je peux utiliser facilement sur la perceuse. On va voir quelques détails de plus tantôt, mais c'est limité à ça. Pourquoi j'ai parlé des autres méthodes?
Il faut que je regroupe ça en quelque part. Puis là, on parle de positionnement de trous avec les perceuses. Bien, on a regardé un petit peu le positionnement des trous avec les fraiseuses et avec les machines à pointer ou, si on aime mieux, les fraiseuses archi précises pour le positionnement de trous archi précis. Puis je l'ai tout concentré là, dans cette vidéo-ci. Bon, c'est de même, c'est ça la vie. Des fois, il faut qu'on fasse les choses même quand c'est pas une séquence logique. Mais les perceuses, c'est vraiment des machines-outils vraiment magnifiques. Et c'est le genre de machine qu'on retrouve dans tous les ateliers d'usinage. Et particulièrement dans les ateliers maison. C'est très versatile. Par contre, ce que la perceuse n'est pas, c'est très productif lorsqu'on a plusieurs pièces à produire. Là, on a vu que pour positionner les trous, on avait vraiment deux méthodes pour l'atelier maison. On pouvait aller pointer un trou sur la fraiseuse et ensuite passer à la perceuse, ou on pouvait faire du traçage, du poinçonnage et aller à la perceuse. Un comme l'autre, bien, ça prend beaucoup de temps. Par contre, si on a beaucoup de pièces identiques ou beaucoup de pièces identiques à produire, on peut réellement accroître la productivité d'une perceuse en utilisant des gabarits de perçage. Et j'ai ici un exemple très simple d'un gabarit de perçage qu'on va regarder. Mais avant de le regarder, regardons le projet pour lequel il a été conçu. Bon, il y a quelques années de ça, bien, on a fait un projet final à l'école, comme on faisait à chaque année. Et cette année-là, le projet qu'on faisait, c'était de produire un leurre de pêche. Et le tout commençait avec la conception et la production d'un poinçon ématrice pour produire ces pièces vertes ou ces ébauches de pièces là, découpées au poinçon ématrice. Donc, en laiton. Une fois que ça s'était complété, bien, on a passé à l'étape 2 de la production qui était de produire deux trous. Là, ça, c'était ce qu'on avait à faire avec le gabarit de perçage. Donc, c'était de produire ces deux trous-là. Une fois que les deux trous étaient produits, bien, on a passé à l'identification. On voit qu'on a engravé la surface de la pièce pour l'identifier. Et ensuite, bien, on a passé à une opération de roulage en série pour donner une courbe bidimensionnelle à cette pièce-là pour qu'elle travaille correctement dans l'eau lorsqu'on l'utilise. Et finalement, bien, on a adjoint à la pièce un crochet, ou un hameçon, je devrais dire, excusez, et un œillet là, pour qu'on puisse s'en servir correctement pour la pêche. Là, le leurre qu'on a produit n'est pas vraiment important ici. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'on a augmenté notre productivité sur la perceuse en utilisant le gabarit de perçage qu'on a vu là tantôt. Donc, regardons comment ce gabarit-là fonctionne. Donc, voici notre gabarit de perçage. Et je remarque tout de suite en partant qu'on a deux douilles guides ici qui vont nous aider à positionner le forêt au bon endroit et surtout que cet outil est séparable en deux pièces. Donc, il y a plus que deux morceaux là, dans le gabarit, mais on peut le séparer en deux. Et si je regarde ici, j'ai un positionnement par nid, ok, donc comme un nid d'oiseau, un nid, qui est une forme qui épouse de très près la forme de la pièce qui va être insérée dans le gabarit. Et ça va le positionner là. Ce trou-ci, le nid, doit être légèrement plus gros. On parle de quelques millièmes de pouce plus gros dans toutes ces dimensions que la plus grande pièce qu'on a à insérer dedans. C'est quoi la plus grande pièce? Bien, c'est cette pièce-ci au maximum de sa tolérance. Donc, on peut insérer. Et je vois ici qu'on va produire 5 pièces à la fois ici. On peut les insérer dans le gabarit. Et en travaillant à l'envers, ce qui est normal, puisque la gravité là, garde mes pièces dans le nid, je peux assembler la base. Là, normalement, j'utiliserais des vis à action plus rapide que ce que j'ai ici,
ou même un système de cam quelconque pour fermer ça rapidement. Mais je ne l'ai pas à ma disposition, fait qu'on va utiliser ces vis-là pour tout de suite. Et j'ai mon gabarit monté avec mes 5 pièces positionnées correctement par rapport à mes 2 douilles guides. Ces douilles-là sont en acier trempé et revenu et ils ont un trou chaque qui est juste très légèrement plus gros que le forêt que je vais utiliser pour percer les trous dans la pièce brute que j'ai découpée au préalable. Donc, allons voir le fonctionnement du gabarit sur la perceuse à colonne. Bon, je suis tout installé. J'ai réglé ma machine à une vitesse appropriée. J'ai monté mon forêt 1/8 de pouce parce que c'est ça que j'ai besoin pour ce travail-ci. Et j'ai réglé ma profondeur, ma butée de profondeur, pour que le bout du forêt descende juste légèrement plus bas que le centre du gabarit. Ou si on aime mieux, juste passer la dernière pièce dans le gabarit. Je n'ai pas besoin d'aller plus creux que ça. Également et important, j'ai monté une butée sur la table pour me donner quelque chose contre lequel je peux appuyer le gabarit, okay, sans l'empêcher de bouger, mais en l'empêchant de tourner. Et ça, c'est pour la sécurité. Si jamais mon forêt coince dans une des pièces, bien, ça va empêcher le gabarit de se mettre en rotation, puis de me casser un doigt, ou de venir me frapper, ou de faire quelque chose de pas correct. Donc, je suis prêt à partir là. Puis c'est important ici de ne pas fixer le gabarit sur la table. Je veux que le gabarit soit flottant comme ça, libre de mouvement. C'est comme ça que je vais positionner mon forêt là, avec précision. Là, dernière chose que j'ai faite ici, j'ai mis mes lunettes de sécurité. Ça, c'est important. Je veux dire, je travaille très près d'un outil en rotation à haute vitesse. Mettez vos lunettes de sécurité. Vous seriez étonné de savoir combien de monde ne le font pas. Mais ça, là, c'est important. Faites-le. Bon, là, nous autres, on est prêts à partir. Fait qu'on va rentrer un peu plus près pour voir l'action de coupe ici, pendant que je perce mes 10 trous. Bien, ça a vraiment bien fonctionné. On a produit 5 pièces bien en dedans d'1 minute. Donc, on peut dire que c'était très productif. Et que cet outil-là, notre gabarit de perçage, augmente notre productivité là, de façon phénoménale. Je veux dire, regardons-le. Si j'avais à produire 10 000 pièces comme ça, avec mon gabarit, je n'aurais qu'à m'installer 2000 fois sur la machine. Et j'aurais toutes mes pièces de compléter.
Si je les faisais une à une, bien évidemment, j'aurais 10 000 installations à faire. Là, il y a le temps qu'on sauve à couper. Puis ça augmente phénoménalement notre productivité de ce côté-là. Mais il y a également tout le temps qu'on ne passe pas à faire quelque chose d'autre. Et ça, on sauve là aussi beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, si je faisais les pièces une à une, j'aurais eu 10 000 pièces à tracer, 10 000 pièces à poinçonner et à la fin, 10 000 pièces à percer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Le gabarit me sauve ce mal de tête-là. J'ai, oui, à faire très attention une fois pour produire 2 trous très précis sur le gabarit, et ça c'est vrai. Mais une fois qu'ils sont produits, ces trous-là, ben, j'ai pas à en produire d'autres, j'ai pas à tracer mes pièces, j'ai pas à poinçonner mes pièces, je n'ai qu'à les insérer dans le gabarit. Donc, une économie de temps là, absolument phénoménale. Mais il y a plus que ça aussi. L'outil qu'on a ici, très simple, gabarit de perçage, ben, augmente ma rentabilité parce que je vais perdre moins de matière, je vais gaspiller moins de pièces. Pourquoi? Parce que ça me garantit une uniformité dans ma production. Pièce après pièce après pièce, mes pièces vont sortir de là virtuellement identiques. Donc on voit qu'il y a de réels avantages, surtout lorsque je fais beaucoup de pièces. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un atelier maison lorsque je veux juste produire 10, 20, 30, 40, même 50 pièces, puis j'aimerais peut-être accroître ma productivité? Bien, ça ne vaut pas la peine de produire quelque chose comme ça. C'est quand même assez long, une couple d'heures de travail si on fait bien attention. Ce ne serait pas productif pour 10, 20, 30 pièces. Par contre, on peut produire un gabarit de perçage de maison. On va appeler ça un gabarit maison, qui est beaucoup plus simple et qui peut quand même nous sauver beaucoup de temps. Donc, comme exemple, parce qu'on va se faire un exemple de ça, on va prendre une pièce, qui est cette pièce-ci, juste une plaque d'acier bien ordinaire, et on va dire que notre job ou notre travail à accomplir ici, c'est de percer un trou 3/16e de pouce. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est juste un exemple, c'est pas réellement un job à accomplir. Donc, c'est ça qu'on va faire, puis on va s'installer sur notre petite perceuse, puis on va se concevoir, puis installer un petit gabarit maison. Donc, regardons ça. Hey Marc, la prochaine fois, là, rappelle-toi donc d'éteindre la radio. Je vais commencer par produire une petite indentation, très précisément, parce que c'est important ici que ça soit bien positionné, parce que le positionnement de ce poinçonnage va définir le positionnement de tous les trous qui vont suivre. Là, je peux l'ajuster attentivement, parce que comme j'ai dit, la précision ici, c'est important. Et notez que j'utilise un marteau très léger pour le poinçonnage de traçage. Je peux ensuite passer à mon poinçon à centrer, ou mon poinçon de centrage, et un marteau beaucoup plus massif. Ici, je vais agrandir l'indentation que j'ai produit avec le poinçon de traçage. Et voilà. Bon, ma pièce est bien installée dans l'étau est libre de mouvement, mais j'ai installé une butée pour empêcher la rotation si quelque chose coinçait. Je peux maintenant me positionner par-dessus la marque de poinçon et percer le trou. Bon, mais qu'est-ce que j'ai ici? Bien évidemment, j'ai ma pièce avec le trou que j'ai déjà percé, le trou de 3/16e de pouce, et j'ai une serre ici qui va servir à tenir la pièce en place. Mais je ne veux pas la tenir juste n'importe où. Je veux la tenir pour que le foret soit juste au-dessus du trou que j'ai déjà produit. Donc, je vais amener ça pour venir juste
rentrer dans le trou, on va l'avoir. Le voilà. Et je vais serrer ça en place. Bon, le forêt s'aligne avec le trou. Je vais maintenant utiliser primaire ici, secondaire là, tertiaire ici. On va utiliser le principe du positionnement isostatique. Si vous n'avez aucune idée c'est quoi le positionnement isostatique, mais voici une vidéo que vous pourrez regarder qui va grandement vous aider. C'est quelque chose qui est fondamental pour le bon positionnement de pièces sur machine-outil. Donc, ce que je vais faire ici, pour ma surface secondaire, je vais venir accoter ma cale parallèle durcie ici contre la pièce. Et pour mon tertiaire, je vais venir accoter le coin, seulement le coin, excusez, contre la pièce ici. Bon, ben j'ai 1, 2 et 3 points de contact. Cette pièce-ci est positionnée. Là, ce qui me reste à faire, c'est percer un trou, mais si je fais juste serrer ça en place puis percer le trou, le forêt va avoyer. Il n'y a rien pour le guider au bon endroit avec précision. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se produire un trou guide. Là, je ne fais pas 10 000 morceaux, c'est pas obligé d'être trempé, ça j'en fais juste 50. On se rappelle, c'est des pièces fictives que je produis pour mon beau-frère. Bon, mais ceci dit, regardez ce que je vais faire. Je vais positionner ça ici pour que mon forêt soit au-dessus de la pièce ici. Là, ces deux-là sont trempés, mais celle-là, c'est de l'acier doux. Puis je sais qu'elle s'aligne avec ma pièce. Fait que là, ce que j'ai à faire, c'est juste serrer ces serres-là en place. Je vais mettre légèrement serré pour tout de suite, m'assurer que j'ai un bon contact. Voilà. Si j'ai un bon contact, serrer ça légèrement. Voilà. Et maintenant, ben, je vais les serrer avec force et conviction. OK. Je vais serrer celui-là un peu. OK. Ça, c'est bon. C'est bien. Ça, c'est merveilleux. Là, ce qui me reste à faire, j'ai un bon contact tout le tour ici. Parfait. C'est venir percer un trou qui va produire mon trou guide. Non. Ça va être problématique parce que mon forêt va avoyer ici aussi. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer mon forêt par un forêt centré. Je vais venir produire un trou de centre. Ensuite, venir percer mon trou. Puis ensuite, on va pouvoir percer les trous dans toutes mes autres pièces. Regardons ça. Bon, on est tout installé, on est prêt à partir. Mais on peut simplifier ça un peu plus. C'est important ici, je ne peux plus bouger ma table du tout. Là. Je suis fixé dans l'espace, il faut que rien bouge ici. Mais, force est de constater que ma surface primaire, elle est à bloquer contre la table. Ma surface secondaire contre la cale parallèle ici. Et ma surface tertiaire, elle est positionnée avec la cale parallèle ici. La pièce en rotation ne peut plus bouger, je veux dire, elle est contre ces butées-là et tout est fixe. Le seul axe qui pourrait bouger encore, c'est l'axe Z. Et la plaque du trou guide, celle que j'ai mise sur le dessus et à travers laquelle j'ai percé le trou guide,
Mais lui, il empêche le mouvement vertical. Au mieux, la plaque pourrait bouger à peu près 1/8 de pouce vers le haut. Et ça m'inquiète vraiment pas. Donc, on peut simplifier ça un peu plus parce que la serre ici, ben, elle n'est plus requise. Fait qu'on va enlever la serre, ensuite, ben, on va percer des trous. Bon, ben ça, c'est tout ce que je veux accomplir ici pour notre leçon 8 qui portait sur les perceuses à colonne. On arrête ici. On pourrait continuer, bien sûr, mais il reste que ce sont des leçons. C'est une série de leçons pour des machinistes en herbe, donc des débutants. Je pense qu'on a couvert ce qu'on avait à couvrir. Notre prochaine leçon, ça va être leçon 9, évidemment, mais elle va porter sur le tour. Là, on a déjà eu plusieurs vidéos qui nous montraient des opérations pratiquées ou praticables sur le tour. Mais ça va être vraiment notre leçon 9, là, le cours théorique qui va ramener tout ça ensemble. Mais d'ici à ce qu'on se revoit, ben, comme je dis toujours, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.